Martin Van Elden. Martin a été enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro. Et c'est lui qui, à Sauternes, au Château Guillaume dont je m'occupais, nous a intelligemment piloté pour mettre en place toutes les structures agroécologiques en place, les travaux sur les haies, avec des intuitions, avec des solutions simples de bon sens, validées ensuite par un contrôle scientifique. Donc c'est un homme pour lequel j'ai énormément de respect et je suis très très heureux que tu aies accepté de nous rejoindre. Voilà. Merci Xavier. Oui, merci de m'avoir invité. Ça a permis de justifier un peu mieux mon bilan carbone de venir de l'Australie. Je suis venu pour voir ma famille et je suis venu ici pour la conférence. Donc comme ça, je peux le diviser en deux. Ça ne me fait pas trop de problèmes. Donc bonjour à tous. D'origine des Pays-Bas. J'ai toujours l'accent. Je pense qu'après maintenant à peu près 10 ans en Australie, mon français doit être un petit peu rouillé. Donc je m'excuse, mais je vais essayer quand même. Donc j'ai passé 17-18 ans ici en France en travaillant sur ce qu'on appelle maintenant l'agroécologie. À l'époque, on ne l'appelait même pas comme ça. On l'appelait Van Elden. Non, c'était pas ça. C'était plutôt une approche, on va dire, de protection intégrée. C'est ce que j'avais, moi, appris plutôt en Hollande, où là, on commençait à l'appliquer plutôt à la culture pommes, poires, etc. Et réduction de produits intrants. À l'origine, je suis entomologiste, c'est la petite bébête qui m'intéresse. Donc voilà, là c'était vraiment, est-ce qu'on peut gérer une culture avec moins de pesticides et quand je suis venu en France, d'abord j'avais le dur choix entre la forêt et la vigne. J'ai choisi la vigne, je n'ai pas regretté, pour travailler sur l'agroécologie, les équilibres naturels. Aujourd'hui, on parle plutôt de services écosystémiques. Pour ceux qui s'y connaissent tout petit peu, c'est toutes les interactions qu'on peut avoir naturelles avec la culture ou le système de culture, qui peuvent être positives ou négatives. Nous, on s'intéresse bien sûr plutôt à mieux faire travailler ceux qu'on aime bien et à moins faire travailler les disservices écosystémiques qui existent aussi, pour qu'au final, on arrive à cultiver, produire, faire la vie, mais on a aussi un rôle écologique et social là-dedans. Il n'y a pas de recette pour ça. La recette que je vous impose et que chacun devrait s'imposer, c'est de garder l'esprit ouvert, de réfléchir toujours en se disant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi on le fait comme ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le faire? Et même si on dit, c'est pas possible, il faudrait peut-être insister pour voir si ce n'est pas adaptable quand même. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur, par exemple, la plantation de haies dans la zone viticole de Saint-Émilion. Alors, quand j'ai commencé, les gens me regardaient, t'es fou, quoi. Parce que qui va planter une haie à Saint-Émilion où ça coûte à l'époque déjà 1 million d'euros l'hectare? Il n'y a pas la place. Non, il y a de la place. On peut le trouver, on peut trouver des occasions. Et aujourd'hui, Arbre et Paysage 33 plante des haies en milieu viticole assez régulièrement, et avec beaucoup de succès, et ça marche pas trop mal. Pourquoi, moi, en tant qu'entomologiste, j'ai commencé à faire ça? C'est simplement le constat que j'ai fait en tant qu'écologue de formation, qu'il y a plein de ravageurs potentiels sur chaque culture. Des dizaines d'espèces peuvent manger une plante. En réalité, quand on regarde un milieu naturel, on n'a pas trop de soucis. On a quand même parfois des populations très importantes qui apparaissent. Je me suis baladé cette semaine et j'ai vu qu'il y avait le tigre du chêne qui s'était bien manifesté cette année. Donc là, ça arrive quand même. Mais en général, il n'y a pas tant de problèmes de ravageurs sur des milieux naturels qui sont diversifiés, qui sont stables, qui sont souvent pérennes. Et même en système de culture, il y a très peu de ces ravageurs potentiels qui deviennent des vrais ravageurs. Donc, quand on appelle quelque chose un ravageur, c'est plutôt que nous avons créé les conditions pour que cet insecte ou cette nématode ou même cette maladie peut se développer de façon exponentielle. Et dans ce cas-là, on se plaint de ça, mais en effet, c'est nous qui avons créé souvent le problème. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut faire un pas à l'arrière ou faire un changement pour éviter que cette population pullule, de réduire les dégâts qui apparaissent. Donc ça, c'est
Une question très ouverte et pas très facile à répondre, mais si on se pose la question à chaque fois comme ça, je pense qu'on peut trouver des solutions intéressantes, innovantes parfois, et parfois retour à l'ancienne, parce que ça ne marchait pas si mal que ça avant. Alors, pourquoi j'ai choisi la vigne quand je suis arrivé ici, cette idée de protection intégrée? Mais la vigne est quand même une culture assez intéressante, parce que ce qu'on fait, c'est on cultive un écosystème pérenne, ça dure 35, 50, parfois plus d'années, donc ça c'est bien, quelque chose qui reste relativement stable à un endroit donné. Donc on peut espérer qu'il y a des équilibres naturels qui s'installent. Est-ce qu'ils sont acceptables pour nous ou non? Ça c'est l'autre question. On fait des raisins. La gueule des raisins, on ne s'y intéresse pas trop. Il faut que ce soit, au final, un boisson rouge qu'on va faire fermenter et qu'on appelle du vin. Les blancs aussi, oh. Il y a du blanc aussi. Oui, bien sûr. Mais l'aspect visuel de la récolte n'est pas très important. Ce n'est pas comme si on cultive des fleurs ou si on cultive, je sais pas, des aubergines qui doivent être parfaitement lisses et pauvres ou blancs. Donc, en plus, on réduit le volume de production. On ne va pas produire les 20 000 litres à l'hectare, mais on va produire peut-être entre 3 et 5. Donc, perdre un tout petit peu de récolte à cause d'un ravageur, ce n'est même pas un problème, tant qu'on reste dans des limites de production tout à fait acceptables. Et on travaille aussi sur un système de culture avec une fertilité du sol qui est réduite. On ne donne pas trop d'engrais, parce que sinon la vigne va trop pousser, et quand ça pousse trop végétativement, ça ne fait pas de raisins, ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Et au final, et ça c'est quelque chose de très important quand même, il ne faut pas le sous-estimer, on fait la transformation sur place, on fait notre propre vin. Ça veut dire qu'on va vendre notre propre vin avec une histoire, avec quelque chose derrière. On a une fierté dans ce qu'on produit, on a une image autour du vignoble, autour de la bouteille que vous donnez, et pour ceux qui étaient là à midi au resto, contre-étiquette d'une bouteille avec tout un historique de pourquoi le château produisait ce vin-là. Ça, on arrive à le vendre. C'est de la com, mais si on est fier de ce qu'on fait, si on est content de ce qu'on fait, c'est déjà pas mal de gagner, et les sous, il en faut aussi, mais la fierté de la production est importante. On peut appeler ça le terroir, si on veut. En Australie, les aborigènes, ils appellent ça le connection to country. On est connecté avec le territoire. Donc ça, c'est... Toutes ces petites conditions font que c'est assez intéressant de travailler sur la production intégrée, l'agroécologie, si vous voulez l'appeler comme ça, mais en viticulture, plutôt que dans une culture type céréales ou autre. Hop. Maintenant, il ne veut plus. Là, on est embêté, donc je vais essayer de le faire de là-bas. Ça devrait marcher, je suppose. Voilà, donc le travail que j'ai fait, c'était plutôt autour de la biodiversité fonctionnelle en viticulture, comment attirer des insectes ennemis naturels. On a commencé à travailler avec Philippe Bardet sur la plantation des haies en viticulture, c'est ensemble avec Arbre et Paysage 33. On a regardé qu'est-ce qui était acceptable d'avoir comme haies dans un paysage viticole, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des haies de 10 mètres de haut, pas des murs végétaux. On veut avoir une diversité de plantes, quelles plantes? Et tout ça, c'est des expés qu'on a fait. On a commencé à travailler un tout petit peu sur l'enherbement. Quel est l'enherbement idéal? Et là, de nouveau, on a plutôt visé des enherbements naturels, avec une diversité de plantes. Si ça pousse naturellement, ça veut dire que les plantes se plaisent là-bas. Alors pourquoi aller semer quelque chose? On l'a fait, on a fait un expé sur Château-les-Vergnes, où on a fait, je crois qu'on avait 5 ou 6 traitements différents, 10 répétitions, avec des semences vendu comme étant le plus important pour la biodiversité en viticole. Mais au final, ce qui marchait le mieux, c'est juste laisser faire le sol, pousser les plantes qui poussaient naturellement, parce que sur les semences vendues, on se retrouvait dans un champ de coriandre, parce qu'ils mettaient plein de coriandre dedans, parce que c'était des graines pas chères, et ça donne effectivement des omnifères un peu blancs, jolis, mais c'est pas très raisonnable non plus. Donc ça avait déjà développé à l'époque, et je pense que Philippe Bardet était une des premiers, de trouver aussi des systèmes d'entretien de l'environnement différents, donc pas forcément la tonte tous les semaines, la tonte alternée, un rang sur deux, et après le roll-off-aka, donc écraser plutôt que de tondre,
ce qui demande beaucoup moins de chevaux. Je ne vous dis pas de prendre un cheval à chaque fois dans vos vignes, hein, mais vous n'avez pas besoin d'un gros tracteur pour passer un rouleau faca. Et quand on a commencé à travailler un petit peu plus largement sur l'échelle biodiversité à l'échelle du territoire, on avait aussi trouvé que, en réalité, sur le Saint-Émilion, 4% des terres ne sont pas cultivées en vigne. Les parcelles viticoles ne sont pas cultivées en vigne. Tout simplement parce qu'au bout de 50 ans, vous allez les arracher, vous allez attendre à peu près 2 ans avant de les replanter, et là vous avez 4% de la surface de Saint-Émilion qui est disponible pour faire quelque chose. Et en l'occurrence, là, on a plutôt choisi de trouver des plantes mellifères où on a travaillé sur la gestion des nématodes. Ça, c'est un projet qui était complètement séparé, mais au final, ça s'est bien trouvé ensemble, où on a trouvé que certaines plantes sont capables de réduire les populations de nématodes plus effectivement que le non-culture, ou même des plantes qui stimulent le nématode. Ça aussi, ça existe malheureusement. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes de nouveau en milieu viticole, vous avez un paysage. Si vous faites que ce paysage a une attractivité visuelle, ça va attirer peut-être les insectes ravageurs, mais il y a aussi d'autres auxiliaires, vos clients. Vous arrivez à vendre ça. Donc si vous pouvez attirer ces auxiliaires-là, directement vous avez un avantage. Oups. Par contre, quand on a commencé à me parler de cette journée, je dis bon, c'est bien, et là, tout d'un coup, on parlait de l'eau. Donc il faut que je vous raconte quelque chose sur l'eau. Mais j'en sais rien, moi. Je ne suis pas du tout expert de l'eau, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe quand vous passez des Pays-Bas en France, en Australie. Donc c'est pour ça que je vous ai rajouté ces quelques diapos, juste comme illustration. Donc vous avez vu ça déjà ce matin, pas exactement le même, mais grosso modo le même schéma, où vous avez de l'eau qui s'évapore, qui vient dans des rivières vers la mer, s'évapore. Après, vous avez des montagnes avec de la pluie qui tombe dessus. Et voilà, vous avez le cycle de l'eau. Ouais, est-ce que ça se passe comme ça dans tous les pays? On peut se poser la question. Compare rapidement les pays. Pays-Bas, 40 000 km². La France, 15 fois plus grand. L'Australie, encore 15 fois plus grand. Donc ça, c'est assez énorme. Ils vivent à peu près 17 millions de personnes aux Pays-Bas, 67 en France, je crois. Je n'ai pas compté, mais j'ai cru les statistiques. Et en Australie, vous avez 25 millions de personnes. Le pays, il n'est pas trop peuplé. Je ne dis pas qu'il est vide, hein. Il n'est pas trop peuplé. Température moyenne. Alors moi, je pensais, quand j'ai pris le poste à Bordeaux, que j'allais arriver à Bordeaux, climat plus agréable, moins de pluie. Ben non, pas du tout. Il fait aussi froid et autant de pluie. Voilà, grosse erreur. Après, je suis allé en Australie, c'est un petit peu mieux, pour ne pas dire qu'il fait un peu chaud de temps en temps. Hein. Et vous avez un petit peu moins de pluie, parce qu'en moyenne, vous avez 400 mm de pluie par an, et je vous montrerai un petit peu plus de détails tout à l'heure. En ce qui concerne l'agriculture, quelques données. En Hollande, c'est à peu près 2 millions d'hectares cultivés, ce qui fait une bonne surface. En France, vous avez 15 fois plus, donc en rapport, c'est à peu près le même. En Australie, c'est encore 15 fois plus, donc voilà, c'est le même rapport surface totale, surface cultivée. Par contre, en nombre d'exploitations, là, vous avez une situation complètement différente. En Hollande, il y en a 11 000. En France, 450 000 apparemment. Et en Australie, 88 000. Donc, on a très peu d'exploitations en Australie par rapport à ce que vous connaissez ici en France ou en Hollande. Mais tout simplement parce qu'ils sont un petit peu plus grands. Taille moyenne de l'exploitation agricole en Australie, ça fait du 4300 hectares. Le plus grand, c'est la Anna Creek Station, ça fait 25 000 km². Ça fait la moitié de la Suisse, c'est une seule exploitation. Bon, ils ne font pas de céréales, hein, c'est de l'élevage extensif, donc voilà. Ils ont des moutons qui courent dans les prés. Voilà. En ce qui concerne le potentiel de production, ben là, la Hollande et les Pays-Bas sont assez performantes au niveau de la production des céréales. On arrive à peu près à 7 tonnes à l'hectare. En Australie, en moyenne, 1,8 tonnes à l'hectare. Donc là, avec toutes ces images-là, vous allez vous faire quelques idées de comment vivre en tant qu'agriculteur, producteur de céréales en Australie. Ben, c'est pas si facile que ça.
Regardons cette histoire de l'eau. Hein. Donc, je vous ai dit, la pluie, autant en France qu'aux Pays-Bas. Si vous regardez la carte de pluie en France, en moyenne, c'est globalement assez homogène. Il y a un petit peu plus dans les montagnes, il y a un petit peu plus en Bretagne, ça ne m'étonne pas. Et puis dans les Alpes, bien sûr. Vous avez aussi l'évaporation potentielle. Ce n'est pas l'évapotranspiration, hein, c'est l'évaporation potentielle. Donc, si vous avez un plan d'eau, il va en avoir disparaître. Oups. Est-ce qu'on voit ça? Voilà. À peu près 1,5 m d'eau qui va s'évaporer. Juste naturellement. Et bien, normalement, ça ne se passe pas comme ça, parce que la majorité de l'eau est dans les plantes et dans le sol, donc ça ne s'évapore pas si vite que ça. Mais voilà, c'est relativement homogène. On va voir ça en Australie. Alors, à gauche, vous avez la pluie, et vous voyez que quand on arrive dans le vert foncé, vous avez 600 mm de pluie, donc c'est encore pas tant que ça. Et au-delà de 1000 mm, il n'y a pas beaucoup de terres qui ont ça. On a ça quasiment que dans l'extrême nord, zone tropicale. Hein. Et puis dans l'extrême sud, Tasmanie, où là, il y a des montagnes et il pleut pas mal. Ça va limiter énormément là où on peut faire de l'agriculture. Case a dit tout à l'heure, 350 mm pour la vigne. Pour les céréales, on dit qu'en général, c'est 300 mm minimum par an pour pouvoir cultiver un céréal. Mais ça va limiter déjà pas mal des zones où on peut faire ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'évaporation. Parce que ça, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui. L'évaporation en Australie, c'est absolument incroyable. Là, vous avez des valeurs ici qui vont jusqu'à 4 mètres d'eau qui disparaît naturellement. Ça s'évapore vraiment très rapidement. Si vous allez mettre votre linge sale, ou pardon, propre sur la ligne dehors, avant que vous ayez accroché le premier, il est déjà sec. En dessous de 10% d'humidité relative, c'est normal chez nous. Ça, c'est sec. C'est très, très sec. Donc, ça, c'est un gros problème. En plus, il y a des grosses irrégularités entre les années. Là, on est dans une phase de dipôle indien, c'est un peu le El Niño de l'Australie, qui nous dit que dans les 3 ans à venir, on sera largement en dessous de la moyenne de pluie. Donc là, tous les agriculteurs sont déjà en train de s'adapter et ne sèment pas des cultures qui demandent trop d'eau. Donc c'est surtout des céréales qui sont encore cultivées, des choses comme le colza qui normalement peuvent être cultivées. Ben, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Le coton, on ne le fait même pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc il faut vraiment réfléchir à très grande échelle et sur l'année déjà en prévision de ce qu'on peut cultiver. Bassin versant, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Voilà, là c'est l'Australie en bassin versant. Alors ça a l'air assez compliqué. Le plus important au niveau de l'agriculture, c'est le Murray-Darling, c'est cette zone-là. Vous avez 2 fleuves, le Murray et le Darling, qui amènent l'eau qui tombe ici. Parce qu'ici, vous avez le Great Dividing Range, la grande ligne de montagnes qui divise le pays, qui est juste ici le long de la côte. Donc tout ce qui tombe à droite, ça va directement dans la mer, et on fait des cultures type canne à sucre. Tout ce qui tombe à gauche, ça va dans la rivière, où il fait quand même largement trop sec au niveau de la majorité de ce territoire. L'agriculture se fait ici dans la zone. Là, c'est 40% de l'agriculture qui s'est fait dans la zone du Murray-Darling. On parle de bassin versant. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y en a qui ne versent pas? C'est le bassin non versant. Ces deux-là, au milieu, n'ont pas de sortie vers la mer. Ici, le Lake Eyre, ça va dans des lacs énormes qui se remplissent une fois tous les 10 ans quand il pleut sérieusement. Et tout le reste du temps, ils sont à sec. C'est des lacs de sel très impressionnants à voir. Mais il est clair que là, vous ne pouvez pas cultiver des plantes parce que là, c'est trop chaud, trop sec. Dans l'animation, oui, voilà, vous avez le lac. C'est assez impressionnant d'avoir un lac comme ça, couvert de sel, à perte de vue, parce que là, on a marché un peu là-dessus. Oui, tout a été accumulé pendant des milliers d'années. Et d'ailleurs, il y avait des histoires dans les historiques aborigènes qui parlaient de mer à l'intérieur du pays. C'est probablement ça, quoi. Alors, comment ils font les agriculteurs dans des zones qui sont aussi difficiles à cultiver? Là, on a trouvé des solutions techniques qui sont quand même assez intéressantes. D'abord, on va cultiver qu'en hiver. On ne fait pas de culture en été parce qu'il fait trop chaud, trop sec. Très simple.
On va cultiver des plantes à cycle court, parce que plus c'est courte, plus on a de la chance pour avoir une récolte à la fin. Donc, par exemple, les céréales, c'est tous des céréales. Ce que nous, on appelle ici les céréales d'été, sont cultivées en hiver, donc ils n'ont pas besoin de vernalisation pour monter en graines. Ça se fait, mais ça limite un peu la récolte. Mais voilà, on ne peut pas faire beaucoup de récoltes en tout cas. Le sol est maintenu nu en été, non, c'est pas ou bien, mais on laisse le résidu de culture. Donc là, vous voyez, tout ça, ça reste encore. C'est en effet de l'année précédente, parce qu'il fait tellement sec que ça ne se dégrade pas, donc ça reste toujours debout. Et aujourd'hui, on dit, avec le non-labour, on ne sait pas semer. C'est quoi cette connerie? C'est très facile. Il suffit de mettre les graines entre les rangs. Ça marche parfaitement. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait en Australie. C'est que vous avez le tracteur, vous avez les GPS, vous n'avez plus besoin de toucher, ça va tout seul. Placement de précision du semis, graines en général assez profondes pour bien toucher l'humidité dans le sol, et comme ça vous pouvez cultiver facilement. Donc voilà, petite photo d'un tracteur. Tracteur le plus large utilisé, un semoir, pardon, le plus large utilisé en ce moment, fait 2014 pieds de large. Faites le calcul rapidement, ça fait 60 mètres. Un seul semoir, 60 mètres de large. Et vous n'avez pas besoin de le conduire parce que c'est complètement automatique. Et vous mettez les graines exactement entre les rangs de l'année précédente. Pour ça, il vous faut quand même des grands champs, hein, parce que sinon vous tournez au bout et là, ça ne marche pas vraiment. Donc c'est une culture, c'est un système de culture dans lequel on a trouvé des solutions techniques assez impressionnantes. On ne peut pas faire beaucoup d'investissement par hectare parce qu'on ne récolte que 2 tonnes à l'hectare. Donc la solution, c'est d'avoir d'énormes surfaces, d'avoir de l'efficacité, donc beaucoup de grands tracteurs, beaucoup de chevaux, on va au plus vite. Le compactage, personne ne veut en parler, le compactage, ce n'est pas vraiment un problème, parce que sur ces champs-là, on utilise ce qu'on appelle le Controlled Traffic System, ça veut dire qu'on roule toujours exactement au même endroit avec le tracteur. Ça veut dire qu'il y a le compactage que là, et pas ailleurs. Voilà, les solutions techniques, ils existent. Et on produit énormément de céréales. Eh ben, il n'y a personne qui habite en Australie, je l'ai vu, hein, il n'y a que 25 millions de personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tous ces céréales? Ben, ils partent à l'étranger pour nourriture en Chine, en Inde. Les Chinois, ils prennent énormément d'orge pour faire la bière. Et puis, beaucoup est aussi utilisé pour le bétail. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de durable? On peut se poser la question. Mais on arrive quand même à cultiver dans des conditions extrêmement difficiles. Et on arrive à cultiver... On dit toujours, une année sur 10, on a une très bonne récolte et on fait du profit. Et les autres 9 années, on travaille pour au moins jouer neutre. Alors, si vous voulez avoir vraiment quelque chose de vraiment durable, mais ça existe, hein. L'Australie est aussi le territoire sur lequel existait, jusqu'à il y a 250 ans, la civilisation la plus durable qu'on connaît. On avait les aborigènes là, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, qui disaient que l'agriculture c'était le premier métier. Mais non, la chasse et la cueillette étaient avant ça. Ils faisaient du gestion du paysage, ils faisaient du brûlis. Ils brûlaient certaines zones du paysage juste pour avoir de l'herbe verte, ce qui attire les kangourous, et puis on tire les kangourous, non, on les tuait avec les javelins et les boomerangs, et puis on les mangeait. Les gens, ils vivaient de la nature, en équilibre avec la nature, et ils ont fait ça pendant à peu près 60 000 ans, ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis, quand il y a les Blancs qui ont envahi le pays, 80% des aborigènes étaient morts parce qu'on a transmis les maladies de suite, et aujourd'hui, malheureusement, il ne reste que très très peu de personnes aborigènes, et malheureusement leur culture a été complètement détruite. Donc ils sont encore là, mais oui, alors vivre en équilibre avec ce qu'un pays comme ça peut produire, ben, ça veut aussi dire limiter la population. On estime qu'au maximum, toute l'Australie avait une population d'à peu près 1 million d'individus, probablement beaucoup plus bas, et ça c'était 50 000 ans, c'était assez durable on va dire. Merci beaucoup.
Je vais inviter Aude Vialat, donc directrice de recherche à l'INRA, au pupitre pour venir présenter une expertise collective qu'elle a copilotée sur la diversité végétale comme moyen de protection des cultures, et ce sera l'occasion d'aborder plus spécifiquement la question des freins et des leviers à la transition agroécologique. C'est une ESCO qui a été présentée sur une demi-journée, donc voilà, on lui demande un effort de synthèse là en 20 minutes. Et l'idée, c'est qu'elle présente, et ensuite vous pourrez poser des questions à la fois à Martine Van Elden et à Aude. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je veux bien le... Merci d'être resté jusqu'au bout, enfin presque. Je voudrais d'abord m'adresser aux dames de cette assemblée. Il n'y a pas que des experts hommes en agroécologie. Donc, mesdames les étudiantes, vous avez le droit de parler, de vous investir et d'être particulièrement présentes dans cette transition. Donc moi, je suis aussi directrice d'une unité de recherche, DINAFOR, Dynamique et écologie des paysages agriforestiers, qui est située à Toulouse et qui est une unité d'agroécologie à l'échelle des paysages. Donc j'ai piloté pendant 3 années une expertise scientifique collective qui était commanditée par trois ministères auprès d'INRAE pour s'intéresser à la diversification végétale dans les espaces agricoles, en comprendre les intérêts et montrer les freins et le levier aujourd'hui à leur déploiement en France. Donc ça a été copiloté par un collègue économiste, Vincent Martinet, et une ingénieure de recherche spécialiste des grands projets comme cela, Anaïs Tibi. Donc je vais vous présenter rapidement le cadrage et le contexte de cette expertise scientifique, et puis ensuite je vous brosserai les 6 enseignements principaux à retenir de cette expertise, et enfin on conclura ensemble. Donc le contexte et le cadrage de cette expertise. Donc on l'a vu toute la journée, il y a des solutions qui existent, et ça c'est en adéquation avec ce que la FAO, le GIEC, l'IPBES prônent, c'est-à-dire de l'agroécologie pour produire de la nourriture pour les humains et pour le bétail. Et pourtant, on a toujours une adoption extrêmement limitée, et notamment en France. Donc on peut se demander pourquoi, en fait, si on a autant de solutions. Donc c'est la question qui a été posée par les 3 ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la recherche, à savoir quelles étaient les connaissances scientifiques publiées. Donc là, tout ce que je vais vous présenter ne concerne que des résultats scientifiques publiés dans ce qu'on appelle des revues de rang A, c'est-à-dire qui s'adressent à des scientifiques avec des revues par les pairs et qui sont donc relues par les collègues scientifiques. Donc, quels sont les services écosystémiques qui sont rendus par la diversité végétale à la société? Quels sont les bénéfices de cette diversité végétale vis-à-vis de la protection des cultures? C'était le point majeur. Est-ce qu'on peut, autrement dit, faire autrement qu'en utilisant des pesticides? Et puis enfin, quels sont les freins et les leviers au développement de stratégies de protection des cultures, notamment en France? Donc c'était un groupe de 32 experts avec 2 chargés de mission, 2 documentalistes, contrairement aux expertises de l'ANSES et celles qui sont menées par d'autres instituts de recherche en France. Il n'y a pas de recommandations ni d'avis qui sont émis à la fin. On fait un état des lieux, on éclaire les possibilités avec les acquis, les incertitudes, les controverses et les lacunes de connaissances. Mais bien sûr, si vous me le demandez, je pourrais partager l'avis que l'on a développé avec les experts. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de diversité végétale des espaces agricoles? Donc là, on l'a synthétisé sur cette figure qui vous représente l'espace en ordonnée, et puis un niveau de diversité végétale en abscisse, c'est-à-dire le niveau intraspécifique, ça va être principalement les variétés, et puis le niveau interspécifique, on mélange les espèces dans les parcelles. Et donc on a notre référence qui est ce que l'on connaît aujourd'hui, une variété en pur dans les parcelles, à partir de quoi on peut diversifier. Le premier pas, c'est le mélange de variétés, puis on peut mélanger différentes espèces
avec, dans la parcelle, hein, notamment avec les cultures associées, que l'on connaît assez bien aussi, en pourtour de parcelles, les haies, et puis jusqu'à l'agroforesterie. Quand on diversifie dans le temps, eh bien sûr, on fait les rotations, et c'est un levier connu et important. Et à l'échelle de l'exploitation, il s'agit pour les agriculteurs de réfléchir composition, mais configuration également, de leur parcellaire. Donc la composition, c'est qu'est-ce que j'implante dans mes parcelles, et la configuration, comment j'agence. C'est ces différents éléments dans l'espace qui peuvent permettre d'augmenter les interfaces et donc favoriser des échanges d'eau, de matière et d'organismes. Et puis enfin, on peut réfléchir tout cela à l'échelle du paysage, c'est-à-dire un ensemble d'exploitations, et notamment avec des outils comme la modélisation, imaginer comment on peut faire optimiser les assolements pour avoir de multiples services écosystémiques, dont la gestion de l'eau. Alors comme je vais notamment avoir un discours sur ces bioagresseurs à un moment donné, on parle de bioagresseurs, l'ensemble des organismes qui vont créer des problèmes pour la production agricole. On retrouve les pathogènes, les adventices, les invertébrés, et tout cela vont entraîner des dégâts sur les plantes cultivées. Et quand on parle de régulation naturelle de ces bioagresseurs, c'est utiliser justement ces fameux mécanismes écosystémiques que l'on a à l'œuvre naturellement dans les parcelles et dans les paysages, et on peut les résumer en deux grandes catégories. Vous avez votre plante ici que l'on cherche à cultiver, on peut l'adjoindre avec une autre plante qu'on cherche aussi à cultiver. Dans ce cas-là, on essaye de diluer la plante hôte. Par exemple, vous êtes le bioagresseur, vous êtes un puceron qui adore le blé. Si vous diluez le blé parmi des plantes qui ne sont pas mangeables par le puceron, vous le diluez, et le puceron il va avoir du mal à retrouver le blé parmi ces plantes cachées, notamment parce qu'il utilise des récepteurs lumineux avec des photorécepteurs pour retrouver le blé. C'est la même chose avec l'agroforesterie, par exemple. Donc on essaye de jouer à cache-cache, cacher notre plante par rapport aux bioagresseurs. Et puis le fait de diversifier aussi avec des plantes naturelles, c'est fournir des ressources aux auxiliaires des cultures, parce que ces auxiliaires des cultures, certes, ils bouffent du puceron par exemple, mais pas que ça. C'est comme nous, c'est comme si on nous disait je te donne à manger, mais pour le reste, je t'empêche de faire ce dont tu as besoin. On a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, il y a besoin de reproduction. Et donc là, pour toutes ces étapes dans les cycles biologiques, souvent c'est associé à des habitats différents, et c'est associé avec des habitats qui sont semi-naturels dans les paysages, et il faut les fournir, sinon ça ne marchera pas. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, les 6 enseignements de l'ESCO. Premier enseignement que je vous invite à retenir, c'est que la diversification végétale, donc vous avez en tête toutes les modalités de diversification, dont l'agroforesterie, qui est une des méthodes d'agroécologie, c'est qu'elle est favorable à la biodiversité et rend de multiples services écosystémiques aux agriculteurs et à nous tous, à la société. Ça, c'est basé sur... On a repris simplement 2 grosses méta-synthèses. Ce sont des méta-analyses de méta-analyses. Alors les chercheurs, on est capable d'emboîter des informations les unes par rapport aux autres. Et donc là, on a plus de 5000 études primaires dans ces méta-synthèses qui sont repris d'un point de vue statistique, et donc autant dire que le message est statistiquement lourd, d'accord ? Il est extrêmement valable, donc vous avez ici les 2 références. Ce qu'il y a à retenir, on l'a représenté dans ce tableau. Ce tableau représente en ligne les différentes modalités de diversification qui ont été considérées dans ces études, c'est celles pour lesquelles il y avait suffisamment d'analyses à l'échelle internationale. Et puis en colonne, vous avez différents services écosystémiques. Donc vous avez la biodiversité, qui n'est pas un service écosystémique, mais les autres le sont. Ensuite, la pollinisation, qualité des sols, qualité de l'eau, régulation de l'eau, les gaz à effet de serre en termes de fixation, et puis le stockage du carbone. Donc ce que l'on peut voir, c'est que lorsque c'est vert, les liens sont statistiquement positifs, c'est-à-dire qu'implanter par exemple de l'agroforesterie ici est relié positivement et significativement avec de la biodiversité, plus de biodiversité. Lorsque c'est rouge, les liens sont statistiquement négatifs. En gris, vous avez une absence de lien, c'est des liens neutres statistiquement, il n'y a pas d'effet.
Et puis bien sûr, les points d'interrogation, c'est là où il y a une absence de connaissances aujourd'hui dans cette littérature. Donc ce que l'on peut retenir, et c'est déjà un point très positif, c'est que lorsque c'est étudié, donc les cases colorées, eh bien, on a très majoritairement des cases vertes, avec donc des modalités de diversification qui sont favorables à la biodiversité ou aux services écosystémiques pour lesquels ils ont été étudiés. Deuxième enseignement de l'expertise, c'est que diversifier les espaces agricoles, eh bien, c'est un levier pour protéger les cultures. Donc oui, on peut essayer de faire autrement qu'en utilisant des pesticides. Donc ça, c'était un travail sur lequel nous, on a fait, avec les 32 experts, une analyse bibliographique, c'est-à-dire que là, on a étudié l'ensemble de la littérature qui porte sur ce sujet à l'échelle internationale, et on a synthétisé l'ensemble des données dans ce type de tableau où l'on retrouve nos différentes modalités de diversification, soit à l'échelle de la parcelle, soit à l'échelle du paysage, et puis des catégories. Alors c'est grossier, hein, mais c'est des grosses catégories de bioagresseurs. Donc vous avez les insectes, sol et aériens, les adventices, des pathogènes, sol et aériens, nématodes, et puis d'autres bioagresseurs. Donc ça veut dire que pour une case, on a un mélange de cas d'études. Donc une case, ce n'est pas une seule culture, ça regroupe toutes les cultures qui ont utilisé par exemple de l'agroforesterie et qui ont ciblé un ou plusieurs bioagresseurs. On a appliqué le même code couleur en ajoutant un bleu, c'est-à-dire que là vous avez les effets qui sont théoriques, qui sont bien recensés dans la littérature. Ces effets sont très majoritairement positifs, mais ça reste conceptuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de cas d'études pour démontrer de façon empirique les effets. En jaune aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de consensus dans les vignettes que je vous ai présentées. Il y a des cas où ça favorise la régulation du bioagresseur, puis il y a d'autres cas où ça ne marche pas, voire ça aggrave la situation. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une diversité de cas, hein, qu'on a aussi des absences, vous voyez, de compréhension de ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas assez d'études. Ce que l'on peut voir, c'est qu'un point très positif à retenir, c'est que si on regarde chaque colonne, eh bien, on a des effets positifs de la diversité végétale qui sont décrits pour chaque catégorie de bioagresseurs. Donc on a quand même des voies de passage qui sont recensées de façon systématique. Alors, je ne rentre pas dans les détails là, si vous voulez poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, diversifier la végétation des parcelles et des paysages, c'est un levier pour protéger les cultures, mais le résultat transversal à toute cette littérature scientifique, on l'a vu, il y a une dépendance au contexte. On a beaucoup parlé de terroir et de territoire, enfin moins de territoire, on a parlé de terroir aujourd'hui. Bien oui, en fait, c'est contexte dépendant. Et ce contexte, c'est les conditions climatiques locales, c'est le type de sol, c'est la disponibilité en eau, etc. Et donc, il n'y a pas de préconisation générique possible à faire avec ces mesures de diversification pour contrôler les bioagresseurs. Et ça, c'est vraiment au désavantage de ces méthodes d'agroécologie par rapport aux pesticides. La même molécule, le glyphosate, à l'échelle mondiale, ça marche. L'alternative va être une déclinaison de possibilités. Et notamment les investisseurs et pour les industriels, une possibilité qui doit être déclinée en moult possibilités, enfin en moult sous-catégories, ça n'a pas le même intérêt financier. Ça veut dire qu'il y a une analyse experte de chaque situation qui doit être menée pour adapter avec succès. Le succès étant, je régule les bioagresseurs, je n'utilise pas de pesticides, pour déployer avec succès ces options de diversification. Donc c'est un vrai frein à l'adoption. Ça a été un peu évoqué dans la journée. Ça ouvre un levier à cela, c'est la formation. Les formations locales, territoriales, des conseillers et des agriculteurs. On l'a parlé aussi, que les agriculteurs reprennent confiance dans leur savoir, les redécouvrent, car ce sont eux les experts aussi de leur terre. Et ils peuvent être accompagnés ensuite pour savoir quels sont les leviers qui peuvent être mis en place. Troisième enseignement, c'est que les systèmes diversifiés présentent des rendements souvent supérieurs aux systèmes peu diversifiés.
Donc les deux métasynthèses que je vous ai présentées, elles ont aussi analysé le rendement. Donc d'un point de vue statistique, c'est juste une corrélation. Ce qui est à retenir, c'est pour ces modalités de diversification ici qu'on a pu retrouver évaluer ces rendements, c'est que les mélanges de variétés portent très peu de gains de rendement par rapport à des situations sans mélange de variétés, mais ils permettent une stabilisation interannuelle de ces rendements. Et cette stabilité interannuelle des rendements, on la retrouve dans les autres modalités de diversification, aussi avec les éléments semi-naturels. Et ça, dans un contexte de changement climatique, c'est un gain qui n'est pas mineur. C'est-à-dire qu'on parle toujours de risque des méthodes agroécologiques, mais si on en est là, quand est-ce qu'on parle? On n'assume pas le risque des méthodes conventionnelles, il y en a tout autant. Et pourtant, on demande à ces méthodes agroécologiques d'être plus performantes. Eh bien, elles le sont. Elles portent moins de risques, on a moins de variations dans le rendement produit, et en plus, on a plus de résilience. C'est-à-dire que l'année suivante, on part sur une base qui sera plus saine, et on retrouvera probablement des rendements satisfaisants. Donc, association de culture, rotation diversifiée, agroforesterie présente des gains de rendement notables à forts, en plus de la stabilisation. Et puis les éléments semi-naturels, eux, ne modifient pas les rendements, il y a un lien neutre, et contribuent eux aussi à cette stabilité. Donc on a des aspects très positifs de ces rendements, et pourtant, alors je pourrais y revenir, hein, c'est des comparaisons avec ou sans pesticides, c'est très hétérogène dans la littérature. Ce que l'on peut voir, c'est que même si ces rendements ne décrochent pas tant que ça par rapport au conventionnel, voire sont supérieurs dans certains cas, bien, le point qui est à retenir, c'est que dans toutes ces analyses, on n'a jamais dans les conditions optimales de maximisation de rendement agroécologique. On l'a légèrement évoqué ce matin, on n'utilise que des variétés de type conventionnel qu'on met en conditions agroécologiques. Donc on se donne des bases qui ne marchent pas d'entrée de jeu. Et pourtant, ça ne décroche pas tant que ça. Et on est dans des parcelles où les sols ont souvent été arrosés de pesticides. Et pourtant, on ne décroche pas tant que ça. Et les paysages tout autour, c'est que des parcelles dans lesquelles on arrose de pesticides. Donc les piafs, les chiroptères, les papillons, etc., ils en ont eu. Et la biodiversité a été touchée. Et pourtant, déjà, dans ces conditions sous-optimales d'expression des processus agroécologiques, on ne décroche pas tant que ça. Donc si on met les moyens, avec des variétés adaptées, avec des paysages où il y a une cohérence agroécologique pour l'expression maximale de l'ensemble de ces équilibres écosystémiques, on peut imaginer la marge de progression que l'on peut avoir et la compétitivité de nos systèmes agroécologiques par rapport aux systèmes conventionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas de paysage et de territoire agroécologique. Donc on ne peut pas l'expérimenter encore, ni l'observer. Quatrième enseignement, c'est que la diversification végétale a des effets contrastés sur la rentabilité économique de l'exploitation à court terme. Donc là, on va passer sur les 3 derniers enseignements qui sont des enseignements technico-socio-économiques qui ont été faits avec les collègues de ces disciplines qui étaient dans le groupe d'experts. Donc cette rentabilité, qui est un nœud du problème central, bien évidemment, pour ces entreprises que sont les exploitations agricoles, eh bien, on voit que ça dépend d'un ensemble de facteurs sur lesquels la diversification végétale, suivant la modalité que vous déployez, ça va avoir des effets neutres, positifs ou négatifs. Par exemple, le mélange de variétés, ça ne change rien à votre temps de travail, voire ça peut le diminuer si vous empêchez, vous n'avez pas à faire un passage, par exemple, pour appliquer un pesticide. Mais ce que de la synthèse de la littérature scientifique sur cette rentabilité montre qu'en fait, il est vraiment difficile d'anticiper cette rentabilité des systèmes diversifiés. Il y a des effets complexes et multiples de la diversification, et puis ce sont uniquement des estimations ponctuelles qu'on en a pu retrouver, et on retrouve cette contexte dépendance. En fait, vous êtes dépendant des filières qui existent dans votre territoire principalement, et de ces conditions de production. Donc cette rentabilité, elle est difficile à généraliser. Et je vais aussi faire une digression qui est la même que celle pour les rendements. Pour la rentabilité, de fait, on est sur un jeu perdant lorsqu'on essaie d'analyser la rentabilité des agroécosystèmes dans nos conditions d'aujourd'hui. Le système conventionnel, il est ultra optimisé.
il est perfectionné. On en connaît toutes les dérives, mais il est perfectionné sur l'ensemble des filières. Et on en modifie un paramètre, par exemple, on met 2 espèces en mélange, et on essaie de comparer cette rentabilité au système perfectionné. Ces 2 espèces en mélange, c'est des variétés qui sont faites pour être en pur. Donc c'est un jeu de dupes. La rentabilité estimée de cette façon, de fait, vous dégradez le système perfectionné. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là encore, ça rejoint mon appel à avoir des territoires agroécologiques cohérents, quand je vous le disais, c'était d'un point de vue des services écosystémiques, mais aussi technico-socio-économiques. Il faut avoir les débouchés, les variétés, tout le conseil qui va avec des pratiques agroécologiques pour être comparables. Donc on compare système avec système, pas un paramètre du conventionnel avec un paramètre de l'agroécologie. C'est un jeu perdant. Mais c'est un jeu qui est souvent mis en avant parce que ça sert aussi d'autres intérêts. Donc la diversification est plus performante économiquement dans ces 4 cas. Premier cas, c'est dans un contexte de forte pression des bioagresseurs. Finalement, la diversification permet souvent d'avoir une meilleure performance économique lorsqu'on a des pullulations très fortes. Les exploitations s'en sortent mieux. C'est aussi dans les systèmes à bas niveau d'intrants, notamment en agriculture biologique, dans les contextes économiques de prix de production bas et de coûts des intrants élevés, parce qu'on a tout intérêt à ne pas acheter d'intrants dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et lorsqu'il est possible de valoriser la production et ses caractéristiques dans des niches économiques, mais c'est la définition de la niche économique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est généralisable. Si vous êtes dans une niche économique par rapport au système, c'est que vous êtes dans quelque chose qui est minoritaire, donc vous ne pouvez pas le déployer à large échelle. Donc par exemple, la vente directe, c'est une niche économique et qui est plutôt rentable, notamment dans les productions maraîchères. Donc il y a aujourd'hui besoin d'évaluer sur le moyen terme, parce que là, les notions de rentabilité que je vous ai présentées, c'est uniquement sur le court terme. Alors c'est normal, hein, les agriculteurs, on l'a dit, on ne va pas dire, mais pendant 5 ans, tu n'as pas de revenus, mais tu verras, après, ça va être super. Qui va travailler pendant 5 ans dans ces conditions-là? On le demande pourtant aux agriculteurs. Donc ça, c'est un des points, hein, on va voir que c'est un des éléments clés, c'est de les accompagner, et en fait, on peut le chiffrer, cet accompagnement à la transition, c'est autour de 5 années. On peut mettre les aides, notamment repenser ces aides, sur ces goulots d'étranglement, notamment ces 5 ans. Et ceci en tenant compte des bénéfices collectifs entre agriculteurs. Lorsque l'ensemble est diversifié, on a des bénéfices collectifs dans un paysage, mais aussi pour les services rendus à la société. Et on en parlait, par exemple, des paiements pour services écosystémiques. C'est à débattre, hein, s'il faut mettre en place ou pas, mais en tout cas, c'est des voies de passage. Et là encore, comparer cela, cette rentabilité-là et cette performance économique avec quoi? Avec le système conventionnel dans lequel on va intégrer toutes les externalités négatives. Enfin. Parce que c'est notre système de santé qui le paye. C'est notre système de dépollution des eaux qui le paye. Là encore, tant qu'on n'intégrera pas ça, c'est un jeu perdant. Et là, vous avez certainement entendu parler des chiffres qui commencent à sortir. Le système conventionnel n'est plus économiquement viable avec toutes les externalités que nous avons à payer pour le reste des externalités que ça a produit. 5e enseignement, c'est que favoriser la diversification végétale, ça peut se faire, mais aujourd'hui, c'est extrêmement verrouillé. Et ces verrous, ils sont à lever dans les filières agricoles et dans les territoires. Alors, c'est ce que je vous ai dit peut-être de façon un peu abrupte et maladroite, c'est que les systèmes conventionnels, oui, ils sont ultra perfectionnés. C'est une coévolution hein, de plusieurs dizaines d'années entre les différents pans de l'organisation sociale, avec des mécanismes d'auto-renforcement et des économies d'échelle. Donc ça marche d'un point de vue économique, ça c'est certain. Ce système actuel, il est optimisé. Donc on a affaire, et ça c'est peut-être pas très optimiste, on a affaire à un verrouillage systémique. Mais ça veut dire que ce n'est pas en faisant des aménagements de systèmes conventionnels qu'on y arrivera à passer à la transition agroécologique. En amont, les verrouillages sont liés à la difficulté d'approvisionnement en semences et plants qui sont performants dans des systèmes diversifiés. Et ces systèmes diversifiés aussi en intégrant les enjeux aujourd'hui de la gestion de l'eau, par exemple.
Alors, intégrer les nouveaux, par exemple, pour parler des pseudo-OGM, là, où on va ajouter des différents gènes issus de différentes variétés, on les aligne en espérant pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux. Si le super-organisme existait, la nature l'aurait déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a des compromis évolutifs à l'échelle génétique. Là encore, on n'ira pas beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire. On ne va pas pouvoir rendre un pied de vigne résistant à toutes ces maladies, résistant à tous ces insectes bioagresseurs, résistant aux adventices, résistant à la sécheresse, résistant aux gelées tardives, etc., etc. Non. On peut faire de la génétique comme on veut, on n'y arrivera pas. Il y a des compromis évolutifs entre les différents gènes, et ça, parce qu'on ne peut pas avoir... Tout ça, ça coûte de l'énergie pour l'organisme, et l'énergie, elle est pas sans fin. Il y a aussi les coûts accès aux agroéquipements. Ça, c'est... par exemple, si vous faites de l'agroforesterie, vous avez investi dans... On a vu des rampes qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres, et on vous dit, bah oui, mais la meilleure façon de planter tes arbres, c'est des lignes de 15 mètres de large, ça passe plus. Donc, et ces rampes-là, tout ce matériel-là n'existe pas à large échelle. Donc pour contourner ces verrous aujourd'hui, c'est de l'autoconstruction. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment un frein aujourd'hui, avec de plus en plus quand même des voies de partage via les CUMA, et puis donc des alignements, des designs aussi d'agroforesterie, qui sont contraints par les machines, et non pas parce que l'on sait des mécanismes qui sous-tendent. Et puis aujourd'hui, il y a un déficit de connaissances sur la conduite et les débouchés des cultures diversifiées. Les expérimentations sont faites à la ferme. Il y a la prise de risque aujourd'hui, elle est prise par les agriculteurs. Elle est très peu prise par les autres acteurs de la filière amont. Pour l'aval de l'exploitation, le verrou majeur, c'est le manque de débouchés. C'est dû à la demande insuffisante, on le voit aujourd'hui avec le bio, même si c'est contextuel, et puis avec les standards de production qui sont très contraignants. Par exemple, pour la panification, il faut des blés avec telle teneur de protéines, et c'est quelques variétés qui sont capables de le faire. Alors après, vous pouvez faire des mélanges de variétés et obtenir ce taux-là, mais ils ne sont pas acceptés dans les coopératives. Donc à ce moment-là, vous devenez un boulanger fermier. Et c'est double métier. Donc les leviers, c'est les circuits de mise sur le marché alternatif, et puis aussi des certifications et la valorisation avec l'idée du consentement à payer par les consommateurs. Et un point essentiel dans toute cette filière, c'est la place des coopératives agricoles. Aujourd'hui, elles sont plutôt les verrous de ces modifications, de ces passages à l'agroécologie. Par exemple, avec la loi Egalim, elles ont choisi la vente des phytos très majoritairement, plutôt que le conseil aux agriculteurs. Et puis, un autre exemple parmi d'autres, c'est que lorsque vous êtes un agriculteur qui s'engage dans les cultures associées, les mélanges d'espèces, eh bien la coopérative vous dit oui, très bien, mais tu fais le tri toi-même. Et donc ça veut dire une nouvelle machine. Et donc des coûts associés supplémentaires. Alors que ça devrait être pris en charge en fait par la coopérative. Et à la diversification des paysages. Donc là, c'est gérer les assolements au sein d'un même paysage, gérer le réseau de haies, etc. Eh bien, les modalités de diversification à cette échelle-là nécessitent une coordination territoriale. Or, aujourd'hui, cette coordination, elle n'existe pas. Par exemple, à l'échelle des paysages, des territoires, vous avez les collectivités qui gèrent les trames vertes, et ça, c'est très peu de cas où il y a des exemples de coordination avec les implantations de haies agricoles. Donc il y a des verrous organisationnels avec cette difficulté de coordonner les acteurs. Certainement que les coopératives ont un rôle à jouer là-dedans. Elles sont centrales dans ces filières. Et donc cette transition ne pourra pas se faire sans elles. Et donc elles sont certainement le levier majeur de demain pour cette transition-là. Et puis des verrous réglementaires et fonciers avec des contraintes juridiques qui sont ubuesques pour les agriculteurs, cet empilement de textes parfois contradictoires
Et avec le collègue juriste qui a analysé cela, c'est particulièrement le cas de la place des arbres dans les parcelles agricoles. Or, on a beaucoup parlé d'agroforesterie, d'implantation de haies, etc. Et vous avez des outils juridiques qui, la jurisprudence fait qu'avec ces outils juridiques, c'est toujours en défaveur de l'arbre. Donc, dernier point clé, c'est les politiques publiques sont un déterminant du déploiement de la diversification végétale. Donc, c'est le nuage autour de tout ça. Ce qu'on voit, c'est que ça a été un déterminant majeur de la transition vers une agriculture productiviste. L'agriculture productiviste, ça a été un choix politique. Donc, si on veut en changer, c'est un choix politique. Ces politiques, elles sont nécessairement ambitieuses aujourd'hui. Elles sont risquées pour les décideurs politiques, mais elles sont absolument nécessaires pour sortir de ces verrouillages systémiques de l'agriculture conventionnelle. Et elles sont à décliner depuis l'Europe, l'échelle nationale, et puis j'ai pris l'exemple ici, Nouvelle-Aquitaine, pour les différentes instances, les assemblées décisionnelles, et on l'a vu à l'échelle des régions en France et des territoires, on voit que c'est là que ça bouge le plus. Notamment les plans alimentaires territoriaux sont aujourd'hui des occasions de réfléchir ensemble autour de ces enjeux-là. Donc, ce que l'on peut faire pour se baser sur ces politiques publiques et leur design, c'est intégrer les effets négatifs de l'usage des pesticides avec, oui, il faut interdire certaines molécules et à terme, toutes les interdire. Et incitatif, avec des taxations, etc. Alors, quel pas de temps? Oui, ça c'est aussi les décisions politiques qui sont nécessaires pour voir quelle est la faisabilité. Les bénéfices écologiques liés à la diversification à l'agroécologie sont intégrés dans ces politiques, puisque c'est pour notre santé. Et donc on fera des économies à l'échelle, et ces économies, on peut les reverser par exemple pour accompagner les agriculteurs pendant les 5 années charnières, ou en cas par exemple d'un événement climatique catastrophique. Il faut aussi imaginer donc, ces subventions, paiement pour services environnementaux, et puis les crédits compensation, crédit carbone. Et puis il faut favoriser l'innovation dans les filières et la coordination territoriale. Alors, il y a vraiment des initiatives de recherche qui le font aujourd'hui et qui l'illustrent. Et il faut bien sûr, au fur et à mesure, évaluer ces politiques publiques qui vont devenir, avec les coopératives et en lien étroit, des leviers majoritaires. Donc en conclusion, la diversification végétale, on a un gradient d'effet attendu et puis un gradient de modification des systèmes. Si on a essayé de prioriser les choses, j'ai synthétisé ceci sur les bénéfices attendus, c'est tous les services écosystémiques, dont la régulation des bioagresseurs, que je vous ai représenté ici. Gradient, quand c'est fin ici, les bénéfices sont les plus faibles. La partie la plus large, c'est les bénéfices les plus forts, en relatif, c'est pas en absolu. Et le niveau de transformation des systèmes de culture par rapport à notre système conventionnel actuel. Partie la plus fine, il y a très peu à pas de transformation nécessaire. Partie la plus épaisse, il faut des changements importants. Les mélanges de variétés se situent ici. Les bénéfices attendus, alors on a parlé beaucoup de variétés pour la vigne. Oui, il y a des bénéfices. Par rapport aux autres modalités de diversification, on est ici. C'est-à-dire que vous avez des bénéfices pour gérer les maladies, par exemple. Vous avez des bénéfices pour l'adaptation aussi à la sécheresse. Et on a une facilité de mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est la modalité de diversification qui est la plus développée en France. En fait, vous l'intégrez dans le système actuel et ça suffit. Et pourtant, c'est par exemple 17% du blé en France qui est en mélange de variétés et c'est la culture qui adopte le plus les variétés. Ensuite, vous avez à l'opposé les éléments semi-naturels et l'agroforesterie avec des enjeux spécifiques à l'échelle du paysage, de coordination entre les acteurs, j'en ai parlé, et de cohérence des politiques publiques. Et puis pour l'agroforesterie, c'est même une reconception supplémentaire du système, puisqu'il faut des équipements dédiés, des débouchés sylvicoles à intégrer dans l'exploitation agricole, et ça veut dire que c'est d'autres acteurs. Et les forestiers, ce n'est pas les acteurs les plus tendres non plus en France. Et puis la complexité du statut juridique de l'arbre dans les parcelles agricoles. Et puis de façon intermédiaire, rotation et culture associée. Les rotations, ça veut dire conduite de nouvelles cultures, donc éventuellement des équipements nouveaux, de la sélection variétale qui doit être développée, du conseil et des débouchés qui aujourd'hui manquent. Et puis pour les cultures associées, c'est les mêmes enjeux auxquels s'associent des enjeux plus techniques. Ces cultures associées, pour le semis, il faut avoir des semoirs sur 2 types de graines.
la récolte, le tri, tout ça, ça implique des étapes supplémentaires. On ne sait absolument rien de la combinaison de ces modalités de diversification en termes de bénéfices, de leur compatibilité, etc. La littérature scientifique n'a pas analysé ces combinaisons. Alors ça ne veut pas dire que des agriculteurs ne le font pas, bien évidemment, attention. Mais à l'échelle de la connaissance scientifique, ce n'est pas du tout formalisé. Donc c'est les 6 enseignements que je vous ai présentés ici, qu'on peut symboliser ici par ces changements, vous voyez, de paysage agricole. Les enjeux de recherche, je vous l'ai dit, c'est d'évaluer dans des conditions expérimentales adaptées à l'expression des mécanismes écologiques et économiques. Je vous demanderai, rappelez-vous ce que je vous dis, rendement et rentabilité. Et puis, dans des paysages et des territoires qui développent une activité agricole agroécologique pour pouvoir faire ces comparaisons. Voilà, vous retrouverez donc, il y a un livre qui est sorti aux éditions Quae, dont vous pouvez voir une version gratuite en PDF, et puis après d'autres, les rapports, etc. Donc le rapport fait 1000 pages, donc c'est tout détaillé. Puis après, pour ceux qui veulent aller un peu moins loin, c'est 86 pages avec la synthèse, et puis le résumé, c'est la première clé d'entrée pour tous ces travaux. J'en ai apporté, je vous les déposerai. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Vialat, merci beaucoup. Je suis Benoît Vinet. Je pense que c'est la deuxième fois que je vous entends. Je suis un fan. Si j'avais votre agenda, je pense que je vous suivrai de conférence en conférence. Je vous le donnerai après. N'empêche que, après vous avoir écouté la première fois, je pensais que ça allait faire la une des journaux et de la télé. Bon, je n'ai pas la télé, mais bon. Depuis un an que je vous ai entendu, cette étude, eh bien, j'en ai pas entendu parler depuis. Et ça, c'est ce qui me dérange un petit peu. Et donc, pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Oui. Je pense qu'il y a des priorités. Alors, j'avais eu notamment des contacts avec des membres de l'Assemblée nationale, des députés, qui m'avaient dit on vous invitera à venir nous parler, présenter tout ça, parce qu'il faut qu'on réfléchisse, etc. Et puis, je ne voyais pas venir d'invitation. Donc, j'ai toqué. Bonjour, c'est moi. Et on m'a dit, oui, mais vous comprenez, guerre en Ukraine, et puis là, le conflit israélo-palestinien, et puis il faut la souveraineté alimentaire. Bon, bref, il faut être réaliste, madame, on a besoin de produire. Donc, globalement, c'est ça, en fait, l'approche systémique et les faits que tout ça soit lié, ça ne percole pas dans cette réalité politique et dans la réalité de l'agenda politique. Alors, ça ne percole pas non plus. On a les décideurs politiques qu'on mérite et qu'on a choisi d'élire. Hein. Aujourd'hui, ça passe pas. Alors le rapport, on était 2 expertises sœurs qui ont été menées en parallèle. Le rapport sur les conséquences des pesticides, qui montrait qu'on en trouve partout, que tout est pollué, etc. Lui, il a été entendu. Il est notamment, donc il y a des liens avec l'INSERM. Mais pour le reste, voilà, ces solutions alternatives, cette réalité et le fait que les bases sont là. C'est-à-dire que ce rapport, qu'est-ce qu'il dit globalement ? C'est scientifiquement, alors vous avez vu, il y a plein de cases avec des points d'interrogation, mais ça, ce sera notre travail de chercheur, de grenouiller, il faut bien qu'on soit payé à faire quelque chose, donc on va remplir les petites cases. Mais globalement, ça marche. Globalement, on est prêt sur les connaissances pour le faire, donc maintenant, il faut le déployer. Alors ça veut dire que oui, il va y avoir des cas où ça va se casser la gueule, oui, on va avoir des échecs, etc. Mais ça s'accompagne d'un point de vue financier. Mais il faut voir toutes les subventions et tout ce qui passe pour l'agriculture conventionnelle, on en parlait. Parce que, avec certains agriculteurs là, qui sont un peu réfractaires, je dis, parce que j'ai été attaqué une fois sur le fait que j'avais un statut de fonctionnaire, je fais, mais on est collègues, vous êtes fonctionnaire aussi, monsieur. Vous êtes payé par la PAC.
Vous êtes payé par la PAC, et la PAC, c'est nos impôts. Donc finalement, on est collègues. Non, ça n'a pas plu. Mais en tout cas, on a continué à discuter. Parce qu'il a dit, ah, vu comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Donc voilà, peut-être qu'on peut réallouer tout cet argent, cette somme existe. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, juste une remarque par rapport à ça. C'est formidable qu'on est aujourd'hui réunis pour réfléchir à l'agroécologie, mais la réalité, c'est qu'il y a un poids énorme des lobbies et que les politiques sont très sensibles aux lobbies. Aujourd'hui, on a appris que le glyphosate est autorisé pour 10 ans et que l'Hérault met 300 millions d'euros sur la table pour développer l'irrigation à marche forcée sous la vigne dans l'Hérault. C'est désespérant, quoi. Oui, il y a des aspects désespérants, mais bon là, on est un peu moins, mais de voir l'amphi plein ce matin, je trouve que voilà, c'est des petits moments aussi où on se dit, bon, on n'est pas tout seul à trouver ce désespoir-là et puis se dire, mince, comment faire passer ces messages maintenant? Bon, je fais des formations média training machin parce que essayer d'aller davantage porter ces différents messages. Je pense que maintenant, les chercheurs doivent s'impliquer. Nous, les chercheurs qui travaillons sur l'agroécologie, on ne peut pas dire on fait nos travaux et puis charge à d'autres relais de les prendre parce que ça ne se fera pas. Si je peux en rajouter quelque chose, je pense que c'est aussi extrêmement important. Parmi les agriculteurs, il y en a qui sont intéressés, il y a qui sont motivés, il y a qui sont moteurs. Et il va falloir travailler avec ces moteurs. On sait très bien que un moteur est nécessaire pour faire bouger le poids lourd qui est toute l'agriculture. Au final aussi, les politiques. Ce n'est que par ces gens innovateurs qu'on peut vraiment faire le progrès. Et je suis très content que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec certains d'entre eux avant que quelqu'un d'autre voudrait le faire. Ça a quand même réussi maintenant à avoir beaucoup plus d'agriculteurs qui sont intéressés, qui se sont engagés, beaucoup plus de chercheurs qui se sont engagés. Donc, à mon avis, c'est un processus qui prend du temps. Et il faut être conscient que ça prendra du temps. En génération, 15 ans, 25 ans, on verra. Un deuxième fan. Juste, vous n'avez pas parlé de lâcher d'auxiliaire. La pollinisation, j'ai vu des points d'interrogation, donc ça m'interroge. Et puis, pour peut-être vous aider à toucher un peu plus l'Assemblée nationale, les politiques et tout ça, à Bordeaux, on va créer une radio métropolitaine qui va parler de la transition écologique, qui va parler de la biodiversité. Et 2025 à peu près, ça va normalement voir le jour. On a les appuis des personnes politiques. Voilà, donc on va essayer de vous aider. Et surtout en parler. Et inviter des jeunes, parce que les jeunes, ce sont des vecteurs. Merci. Oui, tout à fait. Alors là, pour la pollinisation, c'est les travaux aujourd'hui. Il faut savoir que on avait des mots-clés pour faire nos requêtes. Dans la publication scientifique, c'est devenu un business. Donc on produit... et donc là-dedans, il y a à boire et à manger. Donc il faut trouver ce qu'on... Bon, allez, on va dire, on est à Bordeaux. Alors je suis pessacaise, donc les grands crus, j'aime bien. Donc on va prendre à boire. Et effectivement, pour trouver le à boire dans le à boire et à manger, donc il y a des filtres. Et ces filtres, on sait qu'ils passent, les tamis font arrêter peut-être des publications intéressantes. Donc c'est un des points dont on a conscience. L'autre point, c'est que pour la pollinisation, c'était aussi sur la méta-analyse, ce qui fait qu'il faut toujours un nombre minimal de publications pour faire des statistiques derrière. Ce que je vous ai présenté, nous, c'était qualitatif, ce qui nous a permis de lever ce verrou-là. Mais donc on peut avoir des cas où la pollinisation n'a pas été étudiée pour tel cas de diversification. Mais quand c'est étudié, alors par exemple pour les mélanges de variétés, c'est neutre. Mais il n'y a pas de raison en fait, que ce soit positif pour la pollinisation par exemple. Par contre pour l'agroforesterie, on a à la fois des éléments pour les pollinisateurs, c'est-à-dire ils ont besoin de ressources florales de la fin de l'hiver jusqu'à la fin de l'automne. Et donc les arbres permettent ces couvertures-là, notamment en début et en extrême fin de saison. Et donc voilà, c'est des choses là où on sait que c'est pour les pollinisateurs, ça va être très bon. Et en plus, les pollinisateurs ont besoin pour faire leur nid, notamment de matériaux au sol, de bois, etc., de cavités, ce que l'on va retrouver aussi avec les arbres. Vous avez une personne qui parle très bien de la pollinisation, qui s'appelle Gilles. Oui. Une dernière question, il y a Anna là-bas.
Je vais y aller. Il t'a pas vu. C'était pas dans son champ de vision. Bonjour, je viens de vous découvrir, donc je vais m'ajouter à votre fan club. Et, Je vais peut-être augmenter les cotisations. Non, mais je suis ravie. En plus que vous, Bien sûr, Xavier. en plus, bravo, vous êtes une femme, c'est super. Et bravo aussi pour le projet du radio. Et justement, ma question se pose, c'est fortement intéressant, c'est que j'ai entendu aujourd'hui aussi qu'il y a des chercheurs qui osent maintenant de sortir de ce chemin de suivre la lobby. Et je me pose la question, comment est-ce qu'on peut faire connaître tout ce mouvement qui rassure en fait la population probablement aussi, parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont anxiété, qui ont cette peur devant l'avenir assez proche avec les climats et tout ça. Et qu'est-ce que les associations, par exemple, ils peuvent mettre en place pour aider vous, pour que tout ça puisse se mettre en place, éducation de la population ou des agriculteurs, ou qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'en pensez-vous, ça sera le plus efficace? Je pense que c'est la multiplication des initiatives et les différentes voies à faire. En fait, on est dans la recherche scientifique et notamment en écologie, puisque en écologie, avec tous les aspects de changement climatique, etc., et auxquels s'ajoute l'agroécologie, on se fédère de plus en plus. Et on a en fait des moments où on se rassemble justement pour brainstormer, réfléchir sur ces enjeux-là et comment faire pour avoir cette recherche d'impact pour la société, et en même temps, comment rester dans une position de chercheur, donc être un chercheur engagé. En fait, aucun chercheur n'est neutre, on fait des choix. Mais comment faire pour que cette position de chercheur, on est des chercheurs fonctionnaires, et reste cette position de chercheur, et c'est tout un casse-tête. Voilà, on a des réflexions là-dessus. Et en fait, il y a différents mouvements. On développe de plus en plus de webinaires, etc., à destination, qui diffusent le plus largement possible. Mais c'est des relais dans les associations, effectivement. C'est si les associations s'abonnent, par exemple, nous, dans mon laboratoire d'INAFOR, depuis 5 ans que je suis à la direction avec des collègues, on a décidé d'avoir une chaîne YouTube. Alors j'étais très sceptique au départ sur les réseaux sociaux, mais en fait ça permet de diffuser aussi cela. Et quand les associations s'abonnent à notre fil de discussion, nous on parle de nos résultats de recherche. Et on fait des posts, tout simple, et ben ça peut être relayé. Et c'est aussi, donc en fait, on retrouve aussi, parce que on est un laboratoire de 70 personnes, on retrouve ceux qui font en fait telle ou telle spécialité qui peuvent être invités. Et après, nous, moi je suis INRAE, et au sein d'INRAE, on pousse aussi à avoir ces débats-là et à être accompagné par notre institut pour aussi avoir cette position et avoir cette réflexion sur cette position du scientifique dans la société. Je te remercie, Aude. Martin, est-ce que tu as une dernière remarque, un retour, réflexion à faire? Parce qu'on va clôturer là. Ah bah ouais, c'est vache, c'est toi qui fais. Mais je vais dire bon courage, parce que c'est vachement difficile. Non, un truc positif, t'avais pas? Sans être négatif là-dessus. C'est quelque chose, vous avez besoin de courage, il faut tester, il faut vouloir essayer des choses. C'est complexe, c'est ce qu'on a déjà vu avec l'exposé là. N'oubliez pas que si vous commencez à parler de mélange de cultures, il y a combien de mélanges possibles. Donc vous ne pouvez pas tout exploiter et tout travailler en recherche. Donc il faut essayer de trouver des moyens d'approcher le système qui sont aussi scientifiques que pratiques. Et entre ces deux-là, on va essayer de trouver des solutions qui sont faisables. Soyons pas optimistes, ça ne va pas être fait demain, mais il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres. Ensemble, on peut avancer. Ça prendra le temps, ce qu'il faut. Merci Martin. Aude? Comme dernier mot, je pense qu'on va être sur une période qui sera assez longue où on aura 2 types d'agriculture qui vont se côtoyer. Et on appellera ça de l'agriculture, mais en fait, on va avoir d'un côté l'agriculture conventionnelle qui va perdurer encore un moment. Il y a des enjeux financiers à l'échelle internationale qui sont tellement forts qu'elle sera toujours là pendant un bon moment. Mais l'agroécologie se développe et c'est aussi une agriculture qui va exister et qui sera en parallèle avec certainement tout son réseau, toutes ces filières, etc., qui seront adossées à cela.
Et plus notamment les politiques territoriales accompagneront ça, et elles auront le choix où est-ce qu'elles font pencher la balance dans les agricultures qu'elles vont vouloir supporter et développer dans leur territoire. Merci beaucoup, Martin, Aude.